Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Ziad Klichen, bonjour, bienvenue sur Radio M. Bonjour. Alors, vous êtes directeur de la rédaction du quotidien Al-Maghreb, un quotidien arabophone, mais un quotidien de référence et un titre phare, je dirais, de la presse tunisienne. Vous êtes également éditorialiste sur la radio la plus écoutée de la Tunisie, Mosaïque FM. Vous êtes donc réputé être un des analystes les plus pertinents de la scène politique tunisienne, et c'est pour ça que nous vous avons invité aujourd'hui pour nous éclairer sur la situation en Tunisie. Alors, Ziad Klichen, dites-moi, après 10 ans d'une transition démocratique qui a été citée partout en exemple, que s'est-il passé le 25 juillet 2021 ? En fait, le constat de 10 ans du blocage de la transition a été fait bien avant le 25 juillet. Je ne cite que le titre d'un ouvrage collectif célèbre qui est paru début 2021, La transition bloquée. Il était clair, il était net, presque depuis le début, mais le constat a été avéré, surtout après les élections générales de 2019, législatives et présidentielles, qu'on avait un processus bloqué, que ça ne fonctionnait plus. Certes, on avait des institutions, on avait un parlement, un gouvernement, un président élu, quelques institutions indépendantes, etc. Des élections, disons, tout à fait acceptables, mais le pays ne marchait pas, le pays ne fonctionnait pas, il y avait une forme de stagnation économique, sociale aussi, et le système ne fonctionnait pas. Bien évidemment, la crise du Covid a aggravé la situation avec un nombre de morts exorbitant, surtout au mois de juin et de juillet. Donc, c'est comme si le 25 juillet 2021 était venu comme un couronnement naturel pour mettre fin à une décennie d'échecs. Bon, même s'il y a eu beaucoup d'acquis dans cette décennie et qu'il ne faut jamais nier. Et ça a été compris ainsi par une large partie de la population. Alors ça a été compris aussi d'une manière un peu conflictuelle et un peu différentielle selon les milieux sociaux, selon les aspirations. Alors pour certains, le 25 juillet est venu mettre fin à la corruption, au pourrissement de la classe politique. Pour d'autres, il est venu mettre fin à l'hégémonie de l'islam politique et de mouvement Nahda. Pour d'autres aussi, il est venu pour mettre fin à l'hégémonie des dominants, pour que justement les dominés puissent accéder aux richesses, à l'emploi, etc. Donc il y avait, en fait, le 25 juillet était porteur de beaucoup d'espérances, multiples et divergentes. Et beaucoup de Tunisiens ont vu dans le président élu à la large majorité qu'on connaît en 2019, l'homme intègre, capable justement de réaliser toutes ces aspirations plurielles et divergentes à la fois. Alors, on parle d'échec après une décennie, mais en même temps, il y a eu beaucoup d'acquis. Ouais. Alors, est-ce que très rapidement, vous pourriez nous faire 2 cases ? Ce qu'on va mettre au crédit donc, de la Révolution, qu'est-ce qu'on peut mettre au crédit de la Révolution au bout de ces 10 années, et à son passif ? Bon, l'actif de la Révolution est incontestable, c'est la liberté donc, qui s'est manifestée dans la liberté de presse, dans la liberté de pouvoir se constituer en parti, en syndicat, etc. C'est des élections libres. C'est pas rien, c'est dans le monde arabe qu'il y ait des élections réellement libres, pluralistes, qu'il y ait un débat d'idées dans les grands médias du pays. Ça, c'est à mettre incontestablement à l'actif de la Révolution. Maintenant, si vous voulez, s'il y a un passif, selon moi, le passif dépasse les acteurs politiques, économiques et sociaux. Le passif vient du fait que
l'essentiel des élites du pays, qu'elles soient politiques, économiques, syndicales, de la société civile, n'ont pas su manœuvrer une période extrêmement complexe due à l'affaiblissement de l'État. Chaque révolution affaiblit structurellement l'État. Ça, c'est un fait de l'histoire. C'est pas... et nous, on n'a pas pris cela en considération. Donc, les revendications de toutes parts, et y compris la volonté d'hégémonie politique, on parle là essentiellement du mouvement islamiste Nahda, tout le monde a pensé que vu que la faiblesse structurelle de l'État, donc le temps était venu pour imposer à l'ensemble de la société ce que l'on veut, soit sur des choix de société, comme a voulu le faire le mouvement islamiste au début, soit des revendications économiques, sociales, etc. Et donc, face à un État affaibli, les acteurs fondamentaux de la révolution n'ont pas pensé à la nécessité de le renforcer, qu'il n'y a pas une vraie démocratie durable, une vraie transformation économique sociale durable avec un État faible. Donc tous, on a contribué, peu ou prou, à l'affaiblissement structurel de l'État. Ce qui a conduit naturellement à l'hégémonie de la corruption. La corruption aime un État faible. Et donc face à l'État faible, et donc il y a eu une alliance presque naturelle entre ceux qui sont élus, ou ceux qui sont en situation de domination politique, avec des groupes semi-mafieux, de petites frappes, il faut le dire. Hein. Nous n'avons pas la mafia italienne, mais des groupes d'intérêt, des lobbies, des petites mafias, et qui ont pris l'État en otage. C'est ça ce qui a à mettre, à mon sens, au passif de la révolution. Mais c'est un passif, on ne veut pas le reconnaître, assez collectif. Certes, ceux qui ont gouverné assument la plus grande responsabilité, mais pas que. Est-ce que ceux qui ont gouverné, est-ce que dans ce que vous venez de décrire, la propension, ou en tout cas la volonté du parti islamiste Nahda de s'imposer comme hégémonique dans la structuration du nouveau champ politique, et notamment déjà avant même la constitution de 2014 et après la constitution de 2014. Alors après la constitution de 2014, Nahda fait un peu profil bas, mais on a profité pour utiliser l'alliance avec Nida Tounes pour se maintenir en position hégémonique. Est-ce que ça n'a pas aussi faussé le processus de transition ? Moi, je voudrais attirer votre attention sur un fait fondamental. Nahda était puissante lors de son élection en 2011, ça c'est évident, à l'Assemblée constituante, et les principaux dirigeants de Nahda ont voulu imposer un projet idéologique hégémonique, rétrograde et réactionnaire. Cette tentative a échoué en 2013. Ils se sont rendus compte que ce n'est pas uniquement les élites qui étaient contre eux, une bonne partie de la population, et avec justement la montée en puissance du terrorisme facilité, c'est le moins que l'on puisse dire, par cette proximité idéologique avec l'islam politique au pouvoir. Et il y a eu un mouvement de résistance extrêmement puissant, d'abord des élites, de la société civile et de la population. Et cela a conduit à l'éviction progressive du mouvement islamiste du pouvoir, d'abord par ce qu'on a appelé le dialogue national en 2013, ensuite par un gouvernement de technocrates en 2014, et Nahda a perdu les élections de fin 2014, même si elle s'est maintenue comme le deuxième parti politique du pays avec à peu près 27%, mais elle a perdu et la présidentielle et les législatives, ce qui est important. Sauf que, et là, c'est pour cela que je vous dis que la responsabilité est un peu collective. Ceux qui ont gagné Nida Tounes, pour faire simple, un peu les modernistes, qui se reconnaissent dans la modernité tunisienne et dans une forme de bourguibisme new look, ceux-là, au lieu
d'approfondir la transition démocratique, au lieu de réaliser la mutation et la transition économique et sociale, en fait, ont voulu s'accaparer le pouvoir, ont voulu avoir les dividendes d'un pouvoir qui réalisait très peu pour la population. Et pour simplifier, pour faciliter le dividende, y compris sur le plan familial. On a parlé à ce moment-là, vous vous rappelez très bien, d'une forme de monarchie qui allait s'installer de père en fils, de feu Beji Qetsib à son fils qui a mis le grappin sur le parti de papa. Et pour cela, la facilité était de s'allier avec l'ennemi d'hier et Nahda pour une forme d'autoprotection mutuelle, d'une protection mutuelle et d'un partage mutuel des bienfaits de l'État. Tu me places un gouverneur ici, je te place un PDG là, etc. Et là, c'était la dérive des institutions, la dérive du pouvoir. Et les gouvernements, jusqu'au 25 juillet, n'ont fait qu'aggraver. Et c'est vrai que Nahda, faute de pouvoir changer la société, comme le rêvaient ces dirigeants les plus radicaux, les plus intégristes et les plus rétrogrades, ont voulu en bénéficier. On ne peut pas changer la société, donc il faut en bénéficier. Et on a vu même le niveau de vie des principaux dirigeants de Nahda nettement augmenté par rapport à la moyenne nationale. Il y avait des biens. Donc, ils se sont tunisianisés, etc., si l'on ose dire, dans le mauvais sens du terme. Maintenant, on va en profiter. Et c'est devenu arrogant. Donc, avec cela, l'arrogance du pouvoir, nous sommes élus, nous faisons ce que nous voulons, etc. Et donc, oui, ils l'ont aggravé, mais de ce point de vue-là, non pas en tant que projet hégémonique, idéologique, mais ils ont aggravé la situation en tant que projet de pouvoir semi-mafieux, clientéliste. Et c'est ça la grande mutation de l'islam politique et sa grande chute et sa grande perte, parce que maintenant il est lié dans l'esprit de la plupart des Tunisiens beaucoup plus à la mafia qu'à l'intégrisme islamiste. Oui, donc effectivement, le 25 juillet, ce qu'on a découvert, en tout cas les observateurs ici, ont découvert à quel point le rejet de Nahda dans la population était fort et puissant. Ça, personnellement, en tout cas, je l'ai ressenti comme ça. On savait que Nahda, au fur et à mesure des élections qui sont déroulées, avait de moins en moins d'électeurs. Mais cette haine, je dirais presque, de Nahda à ce point dans la population, on ne l'avait pas vraiment senti avant le 25 juillet. En fait, les chiffres le disaient. Qu'est-ce qu'on avait ? Certes, ce parti-là a eu 1,5 million de votants en 2011, 950 000 en 2014, 550 000 en 2019. Ça, on parle des législatives ou des élections présidentielles. Locales. Pas locales, là, je parle de 2011, c'est l'Assemblée nationale constituante. L'Assemblée nationale constituante. Dans la présidentielle, c'est 400 000. Le candidat Donald, qui est le numéro 2 du parti, a eu le plus mauvais score du mouvement dans les municipales. Certes, ils étaient le premier parti, mais avec 300 000 voix. Donc, le déclin électoral était visible. Sauf que ce qui était visible aussi, et qui était donné par tous les baromètres politiques, c'est que le principal dirigeant de Nahda, on parle de Rachid Ghannouchi, qui est devenu le président du Parlement, était le personnage le plus honni en Tunisie depuis, surtout qu'il est devenu président de l'Assemblée en 2019. Ça, c'était clair. Les dirigeants islamistes, au lieu de comprendre cela, ont pensé que c'était de la manipulation des instituts de sondage et des journaux malveillants. En fait, non seulement le parti est de plus en plus, détesté dans l'opinion, mais son dirigeant était l'homme le plus détesté du pays. Et ça, c'est depuis 2019, ça ne date pas du 25 juillet. Et bien évidemment, l'image du président du parti est totalement liée à l'image du parti et à sa gestion du Parlement qui était extrêmement chaotique et là où il voulait passer en force pour prendre une partie du pouvoir exécutif, etc. Et en plus, ce gouvernement désigné au début par le président de la République
on parle du gouvernement Méchiche avant le 25 juillet, est totalement inféodé au dictat islamiste avec leurs alliés, à continuer à faire sombrer l'image du pays, plus la gestion calamiteuse du Covid-19. Tout cela a contribué justement à ce rejet que je pense être total. Au jour d'aujourd'hui, quand on pose la question aux Tunisiens, s'il y a demain des élections législatives, donc vous avez chose importante à signaler, à peu près 70% qui ne se prononcent pas. Par contre, s'il y avait demain une présidentielle, 70% de la population se prononce, et majoritairement et massivement pour le président actuel, Kais Saïed, et sur les 30% qui expriment une opinion, alors sur ces 30%-là, 10% vont au mouvement islamiste. Il est troisième, il est nettement dépassé par les deux premiers. Il y a un parti qui est le PDL, le parti d'historien de Mme Moussi, à peu près 30%, et un pseudo-parti, un parti, disons, qui est voulu par le citoyen, qui n'existe pas encore, qui est ce qu'on appelle le parti de Kais Saïed, c'est-à-dire un parti qui serait en résonance positive avec les idées du président, qui est aussi à peu près dans ces eaux-là, dans les 30%, et le mouvement islamiste n'est qu'à 10%. C'est pas rien 10%, mais ça vous montre, donc 10%, donc à peu près, disons, 250 000, 300 000 électeurs, c'est probablement la base dure du mouvement islamiste, c'est vous dire tout le rejet de l'ancien système. Et quand on pose la question aux Tunisiens, quels sont les personnages dans lesquels vous n'avez absolument pas confiance, sur les 5 premiers, et qui sont à peu près 80% de méfiance absolue, vous avez toujours M. Ranouchi, le chef de Nahda, qui est en premier lieu, son allié de Qalb Tounes, Nabil Karoui, qui vient en second lieu, le numéro 2... Pour nos auditeurs, je rappelle que Nabil Karoui est le patron de Nesma TV, qui est bien connu. Le troisième, c'est le numéro 2 du mouvement islamiste, Ali Raïd, qui était chef du gouvernement de la Troïka. Et le quatrième, c'est Saifdi Makhlouf, qui est une formation islamiste à la droite de Nahda, et qui était l'allié de Nahda. Donc, vous voyez... Et le cinquième, c'est M. Moussa Marzouk, qui est le premier président après les élections de 2011. Lui aussi, un allié du mouvement islamiste. C'est vous dire que tout ce système, il y a un rejet extrêmement fort de ce qu'on appelle le système des 10 premières années de la Révolution. Très bien. Donc, alors, les chiffres que vous venez de donner, donc je voudrais juste dire que ce sont des sondages que vous faites... tous les mois avec un organisme de sondage qui s'appelle Sigma Conseil et que vous publiez donc dans votre quotidien Al-Maghreb. Et alors ça aussi c'est une parenthèse, mais c'est aussi un acquis de la transition démocratique, c'est qu'il y a des instituts de sondage qui peuvent travailler, qui travaillent librement et qui font du très bon boulot, qui sont souvent fiables. Bon, avec évidemment toutes les limites de l'exercice que l'on connaît. Mais... Et aussi qu'il y a encore une presse libre dans ce pays, qu'il y a des journalistes qui font quotidiennement leur boulot, même si ça devient un peu plus compliqué maintenant. Et ça, c'est... Alors, sommes-nous face à un acquis durable ? C'est ce que tous les démocrates dans ce pays espèrent. Ou sommes-nous face à un acquis qui est aujourd'hui fortement menacé ? Malheureusement, certains faits de l'actualité nous poussent à croire que cet acquis qui est en fait la liberté d'expression, la liberté de presse, la liberté aussi d'entreprendre, la liberté qu'il y ait des institutions de sondage ou des think tanks ou des associations de la société civile, cette liberté-là, nous sentons qu'il y a malheureusement de vraies menaces qui pèsent sur elle. Alors, justement, puisque vous dites... pardon. Puisque vous dites qu'il y a de vraies menaces, dites-nous qu'est-ce que Kais Saïed a exactement fait le 25 juillet, puis en septembre de 2021. Ce qu'a fait Kais Saïed exactement le 25 juillet, c'est... Et là, nous savons, c'est une analyse, on n'a pas d'éléments d'information directs, mais c'est un processus sur lequel il travaille depuis une année. Il a commencé à lancer ses missiles, selon sa propre expression, depuis août 2020.
donc depuis août 2020, et c'est pour cela qu'après, il a refusé de co-signer le remaniement ministériel, d'édicter la loi qui porte sur la transformation du taux de vote pour établir la Cour constitutionnelle, etc. Donc, il s'est mis dans une situation de blocage absolu de l'ancienne majorité. Ce qu'il a fait le 25 juillet, en fait, c'est geler le Parlement. Il ne l'a pas dissous, il a gelé pour ne pas être obligé à faire immédiatement des élections législatives. Il a dissous le gouvernement, il a liquidé et limogé le gouvernement. Quelques semaines plus tard, en septembre 2021, il s'est quasiment accaparé tous les pouvoirs, surtout au niveau législatif et exécutif. Ensuite, il s'est débarrassé du Conseil supérieur de la magistrature. Maintenant, il a un Conseil supérieur de la magistrature provisoire, totalement désigné par lui. En fait, il s'est mis dans la peau de ce qu'on appelait du temps du roman le dictateur, c'est-à-dire celui qui a tous les pouvoirs, mais pour un temps provisoire. C'était des mesures d'exception. Ce que l'on remarque quand on essaie de comprendre la logique de la chose, c'est nous avons un président qui appartient à l'école dite populiste, pour faire simple, et qui pense que le grand méfait, ce qui est à mettre au passif de la révolution, c'est la prise du pouvoir par les corps intermédiaires, les partis, les associations, les médias, les syndicats, etc. Et que lui est venu pour rendre le pouvoir au peuple. Donc pour rendre le pouvoir au peuple, il faut soit détruire, soit réduire à presque rien tous les corps intermédiaires, des parlements, des partis politiques, les syndicats, les médias, etc. Et c'est son chemin, c'est passer directement vers le peuple. Et même, il a conçu aujourd'hui, maintenant c'est clair, il est en train de concevoir un système économico-social qui fait que, justement, on change tout, y compris la donne économique et sociale, par ces nouvelles lois qu'il vient d'édicter. Ces associations qui sont en fait des sociétés économiques locales, qui, c'est pas une forme de nationalisation à la Staline ou à la marxiste, à la léniniste ou même à la socialiste, mais c'est une forme d'appropriation par le peuple des moyens de production et des moyens de richesse. C'est encore flou dans l'esprit du président, mais c'est ça l'esprit. Alors c'est une forme de vision anticapitaliste, antilibérale, qui voudrait donner au peuple les moyens matériels et les moyens législatifs de la domination économique et sociale par justement et une forme de Robin des Bois moderne. Donc on va prendre aux riches par ce Solah Al-Jaza, et donc cette réconciliation avec les corrompus et les pourris. Les pourris, on va les faire casquer, ils vont donner, et c'est le peuple qui va profiter de cette richesse qui était auparavant dans les mains des riches et des pourris et des corrompus. Donc tout, voilà, à peu près, c'est un projet qui va en se dévoilant, même pour ceux qui le font. Et probablement qu'on va avoir des élections législatives en donc fin 2022, donc le 17 décembre 2022, des élections législatives qui ne ressemblent à aucune autre élection législative. Probablement qu'on va interdire de fait ou de droit les partis politiques de participer à ces élections. Donc ces élections qui seront dans des circonscriptions individuelles, ou probablement, je dis probablement, c'est pas encore clair, où les partis politiques n'ont pas le droit de citer. On vous dit, vous, monsieur Intel, vous pouvez vous présenter même si vous appartenez à un parti politique, mais vous n'avez pas le droit de faire de la promo ou de la publicité ou une campagne électorale au nom de votre parti. Ça, c'est une idée en l'air, elle n'est pas encore institutionnelle, mais manifestement, c'est la tendance, cette démocratie directe et la démocratie qui abat les élites
et rend le pouvoir et l'argent au peuple. Alors, si je vous écoute bien, c'est un peu... on peut être tétanisé par ce que vous dites, parce que si on cerne les contours de la vision politique du président, c'est, alors je résume, je fais de la caricature, mais c'est effectivement, comme vous dites, d'une part Robin des Bois, c'est-à-dire on prend aux riches, Kais Saïd pense que la Tunisie riche, il suffit de prendre l'argent volé par les riches au peuple et de les restituer au peuple. Ce processus, on peut le faire par des lois qu'il vient d'édicter, qui sont a priori inapplicables en l'état de l'économie aujourd'hui et du système économique, mais enfin, c'est sa vision. On va faire des sortes de coopératives, de kolkhoz, pour la référence soviétique, de coopératives citoyennes qui vont produire la richesse au niveau local, au niveau régional, et ça va suffire au bien-être du peuple. Oui, c'est à peu près voilà. Donc c'est pour ça que je dis je fais de la caricature. Deuxièmement, pas tellement. Pas tellement. Alors je continue ma caricature. Et puis pour rendre la souveraineté au peuple, qu'est-ce qu'on fait? Il faut la souveraineté du peuple, elle est incarnée par son représentant légitime, élu, c'est-à-dire le chef de l'État. Qui est une sorte qui peut être le chef de l'État, président de la République, mais on peut même ne pas avoir une République, selon la vision qu'il a, puisque ses références sont souvent le Khalil, Omar ibn Khattab, ou d'autres personnages comme ça de l'Antiquité musulmane. Vous dites qu'il pourrait interdire les partis politiques, en tout cas leur interdire de présenter des candidats à des élections législatives, ce qui semble complètement aberrant, c'est-à-dire à ce moment-là, autant interdire les partis politiques simplement. Les autoriser, mais pas les autoriser à présenter des candidats à des élections législatives. Enfin voilà. Est-ce que tout ça a de la cohérence malgré tout? Bon, on peut cerner sa vision politique, mais est-ce que ça tient debout? Est-ce que ça a de la cohérence, une vraie cohérence? Il y a une forme de cohérence dans tout cela. Et ce que je viens de vous dire, il l'a déjà dit avant d'être élu président de la République. Il avait dit dans une interview maintenant célèbre sur notre confrère Shara al-Magharibi de juin 2019, donc quelques mois avant les élections, où il dit le temps des partis est fini. À la question est-ce que vous allez, une fois devenu président, interdire les partis, il dit non, moi je n'interdis pas les partis, mais ils vont mourir de leur belle mort. Donc le temps des partis est fini. Et les gens qui ont fait sa campagne, dite campagne explicative, pas une campagne électorale, disent aujourd'hui, en fait, comment on va pas interdire les partis, mais les élections législatives qui vont se faire dans des circonscriptions assez réduites et sur des personnes, pas sur des listes, et les gens seront égaux, les citoyens, les candidats seront tous égaux devant les élections, c'est-à-dire il n'y aura aucun candidat qui va afficher l'emblème de son parti. Il peut être partisan. Donc ils vous disent, nous n'allons pas interdire les partis, mais un parti comme le PDL, le Parti d'Historiens Libres de Madame Moussi, peut présenter des candidats partout, mais sans afficher l'identité du parti, sans dire que nous défendons un parti. Chacun défend un programme local, etc. Et il pense, alors je ne sais pas si c'est ce que le président va retenir dans la version finale de la loi électorale. On n'en sait rien. Mais ça, c'est ce que ses adeptes disent aujourd'hui. Et l'idée, c'est que les partis, cette forme d'élection, leur soit totalement désavantageuse et qu'elle soit à l'avantage des gens du peuple, le peuple qui va élire réellement ses vrais représentants, qui tous seront redevables au peuple, qui peut à chaque moment retirer le mandat qu'il leur a donné. Et donc on va avoir un parlement par les gens du peuple, où les partis, disons, auront une présence faible. Alors ça, c'est l'idée. Est-elle réalisable? Est-ce que les partis vont accepter cela? Est-ce que l'opinion publique nationale va-t-elle accepter cela? Ça, honnêtement, on n'en sait rien. Mais il est clair que c'est le projet du président, un pouvoir démocratique direct. Bon,
mais pas à la grecque, parce qu'on est 12 millions, on n'est pas 300 000 ou 300 habitants, donc direct, où les partis n'auront plus le droit de citer, ou pas par la loi, par le fait accompli, et aussi les corps intermédiaires, ces médias, ces groupes d'intérêt, ces associations, ces syndicats. En fait, leur rôle sera de plus en plus marginalisé. Et pour preuve, c'est que le président, par exemple, n'accepte jamais d'accorder une interview à un média tunisien, n'accepte jamais de discuter avec ceux qui représentent la société tunisienne, associations, partis ou syndicats. Donc c'est un projet en marche. Jusqu'où il ira, moi je pense que le principal adversaire de Kais Saïed, ce ne sont pas les syndicats, ce ne sont pas les intellectuels, ce ne sont pas les partis, ce sera la situation économique du pays. Oui, alors s'il arrive à gérer tant bien que mal la situation économique du pays, il aurait devant lui une belle autoroute. Mais sinon, c'est la réalité économique qui va le rattraper. Alors justement, j'allais y venir. Vous venez de le dire, Kais Saïed ne discute avec personne, n'écoute personne, il ne communique pas, en fait, il professe ou il dogmatise, d'ailleurs, on dit, et souvent, d'ailleurs, cette activité-là de professer, etc., ça lui fournit une sorte de jouissance, on le voit, hein, dans les interventions qu'il fait à la télévision, en Conseil des ministres, et qui est retransmis à la télévision régulièrement. Alors, il faut le noter, ils sont retransmis sur sa page Facebook. Sur sa page Facebook. Et la télévision se réfère à sa page Facebook. Hein. Voilà. C'est même pas la télévision qui transmet ça en direct. Voilà. Alors, il est donc, bon, ça on l'a vu, mais on va pas faire une analyse psychologique du personnage, parce qu'il est atypique en même temps, mais en tout cas, il est toujours péremptoire, affirmatif, dogmatique, on l'a dit, tranchant, et il n'admet pas le doute sur ce qu'il dit. Ouais. Alors, ceci confronté à la réalité économique. Et on sait que le président Kais Saïed ne comprend rien à l'économie. Il a nommé un chef de gouvernement, une dame, Nejla Bouden, dont il sait pertinemment qu'elle est faible du point de vue politique. Hein, et il se complaît à renforcer cette faiblesse, puisqu'il ne lui permet même pas de s'adresser à la population et de discuter, de négocier avec les syndicats, par exemple. Alors, dites-nous où en est la situation économique très rapidement, avec quelques chiffres, et comment est-ce que Kais Saïed, dans la configuration que vous venez de décrire tout à l'heure, du système politique qu'il veut mettre en place, comment pourra-t-il faire passer son projet ? Alors, pour faire simple, avant l'évolution de la crise russo-ukrainienne, la situation actuelle du budget de l'État, et donc un peu de l'économie, c'est que l'État tunisien a besoin d'une levée de fonds équivalente à 20 milliards de dinars, c'est-à-dire c'est à peu près 6 milliards d'euros, dont les deux tiers, à peu près 12 milliards de dinars, c'est-à-dire un peu moins de 4 milliards d'euros, disons 3,5 sur le marché international, et de 2,5 ou de 2 milliards d'euros sur le marché local. Bon, ça c'est pour boucler le budget 2022. Avec les retombées de cette guerre en Ukraine, il est tout à fait prévisible qu'on passe de 6 milliards d'euros de besoins de financement à peu près 8 milliards d'euros ou moins de besoins de financement. Et les 2 milliards d'euros supplémentaires, c'est en devises étrangères. Hein. Donc on va avoir besoin d'à peu près presque 6 milliards d'euros de financement étranger pour boucler le budget, et dans lequel l'État n'a pas prévu presque ni d'augmentation salariale, ni aussi d'embauche sur le plan de la fonction publique. Donc ça, c'est pour maintenir le SMIC du SMIC. Et pour cela, il nous faut un accord avec le FMI. Le gouvernement disait qu'il était impératif de signer l'accord durant le premier trimestre 2022.
le premier trimestre touche à sa fin. Et il y a des experts de FMI qui viennent la fin de cette semaine pour négocier encore une fois avec le gouvernement. On n'est pas certain, parce que le FMI exige qu'il y ait un accord, une forme de concordat national, et donc la principale centrale ouvrière, l'UGTT, entérine cet accord. Jusqu'à aujourd'hui, l'UGTT se dit qu'elle refuse cet accord parce qu'il concerne le gel des salaires, le gel des recrutements et aussi une levée progressive de la subvention. Donc une aggravation de la condition des familles modestes ou des familles de la classe moyenne. Ça, c'est la situation politique, économique actuelle du pays. Alors, bien évidemment, il y a une grande inconnue. La Tunisie est relativement un petit pays. Ses besoins de financement, comme je vous l'ai dit, même si on prend en ligne de compte un renchérissement du prix du baril à 125 ou 130 $ le baril, nous, on a prévu dans notre budget à 75, un baril à 75. En fait, nous aurions besoin de 4-5 milliards d'euros. Et ça permet à la Tunisie de vivoter. Pas de se réformer, mais de survivre. La question qui se pose, est-ce que les grandes puissances économiques qui s'intéressent beaucoup à notre pays, est-ce qu'elles sont prêtes à aider le pays à survivre, ou est-ce qu'elles vont lui imposer des réformes extrêmement impopulaires? C'est la grande question. C'est la grande question. Jusqu'à maintenant, on n'a pas de réponse. Jusqu'à maintenant, sur les besoins de financement étrangers, à part le prêt algérien de 300 millions de dollars fin 2021, aucun dollar, aucun euro n'est rentré dans le pays. Nous avons besoin, donc, comme je vous l'ai dit, 10 ans, au moins 4, voire 6 milliards d'euros, et aucun accord n'a été signé avec personne. Et on attend, justement, tous les bailleurs de fonds attendent cet accord avec le FMI. Tout dépendra de la gestion de ce dossier-là. Alors, il faut rappeler également donc que, de manière générale, depuis le coup de force de Kais Saïed le 25 juillet, les partenaires habituels et traditionnels de la Tunisie se sont tous élevés. Ils ne sont pas d'accord avec avec ce coup de force et ne sont pas d'accord non plus avec la manière dont Kais Saïed est en train de gérer ces mesures d'exception. Ouais. Donc là, on a eu l'Union européenne qui a plusieurs fois lancé des avertissements très sévères à Kais Saïed. La France, les États-Unis. D'ailleurs, le Financial Times, en janvier 2022, a fait un article titré « Saïed mène la Tunisie sur une voie périlleuse ». Ouais. Donc tout cela n'est pas ne nous laisse pas penser qu'on va vite trouver un accord avec le FMI. Le FMI étant composé pour l'essentiel évidemment de ces pays-là. Il reste la question, est-ce que ces pays-là vont courir le risque de voir une Tunisie devenue totalement instable du fait de la crise économique? En fait, comme je viens de vous le dire, le coût de la survie de la Tunisie en termes financiers est relativement peu élevé pour les grands pays. Certes, il voudrait que le pays soit réformé dans le sens indiqué par le FMI pour que justement que la Tunisie n'ait plus recours d'une manière massive à l'endettement extérieur. Mais si le pouvoir en place résiste aux réformes, s'il n'y a pas d'accord avec le FMI, l'unique question, à mon sens, est-ce que l'Union européenne, est-ce que les États-Unis vont-ils courir le risque de voir la Tunisie s'affaiblir au point de devenir probablement, je ne sais pas quel est l'exemple, une forme de Liban bis au Maghreb? Selon moi, je ne crois pas. Alors, donc on sera toujours dans une forme de marchandage. On aura des fonds qui ne vont pas permettre au pays réellement de connaître une bonne croissance économique, mais je pense que les grands pays de ce monde vont éviter l'effondrement de la Tunisie.
Quand on évite l'effondrement d'un pays, c'est une manière comme une autre de continuer dans ce train-train qui n'est pas positif, mais qui peut encore durer. Mais alors, À mon sens, ça demeure la principale inconnue. On n'a pas, ça c'est de l'analyse, du commentaire, oui. on n'a aucune information. Ce que vous dites, c'est ce qui est dit aujourd'hui par le FMI et par les grandes puissances occidentales qui sont partenaires de la Tunisie. De quoi demain serait-il fait sur ce plan-là? Honnêtement, il y a beaucoup d'interrogations. Alors, ça c'est les facteurs, disons, externes. Ouais. Mais au plan interne, puisque Kais Saïed a pu faire son coup de force du 25 juillet en se reposant sur le désir de la population, un très fort désir de rejeter l'ancien système, de rejeter Nahda et ceux qui ont gouverné, en tout cas depuis 2014. Mais si les aspirations donc des Tunisiens qui se sont élevés contre l'ancien système, d'ici la fin de l'année, ne se réalise pas, c'est-à-dire que l'inflation continue, la hausse des prix, en plus les conséquences de la guerre Ukraine-Russie, on ne sait pas encore jusqu'où ça peut aller, et là on commence à avoir des tensions sur les produits de première nécessité. Si on lève les subventions sur les produits de première nécessité, je veux dire, si en gros le quotidien de ces classes populaires, de ces classes moyennes s'aggrave davantage, qu'en est-il du soutien de Kais Saïed qui n'a ni parti, ni qui ne veut pas de parti, pas de corps intermédiaire derrière lui, etc. Qu'en est-il de ce rapport direct, de sa relation directe avec un peuple qu'il soutient, si demain ce peuple se trouve affamé, comme pour reprendre son expression? D'où le grand pari de Kais Saïed sur ces nouvelles formes de collectivité locale. Et sur cette nouvelle forme de redistribution des richesses, une forme de Robin des Bois à la tête de l'État, qui pique, qui prend aux riches pour redonner aux pauvres. D'où l'enjeu de tout cela. Alors, s'il arrive à faire illusion, si des gens dans les gouvernorats les plus défavorisés voient qu'il y a une nouvelle manne d'argent qui vient dans ces gouvernorats-là, par ce biais ou par d'autres. Bon. De toutes les façons, toutes ces solutions-là, soit un desserrement de l'étau étranger, soit une forme de Robin des Bois des temps modernes, tout cela ne sont que des solutions, si elles existent, sur le court terme. Sur le long terme, si l'économie ne redémarre pas, si il n'y a pas justement un climat de confiance qui s'instaure, si le pays ne renoue pas avec une forte croissance, bien évidemment, un jour ou l'autre, il n'y a aucune population dans le monde qui accepte de voir son pouvoir d'achat dégringoler d'une manière progressive sans réagir. Alors, d'où la question purement peut-être intellectuelle, de voir comment ces trois facteurs vont-ils... quelle est la configuration de ces trois facteurs, la position in fine des puissances étrangères, et la capacité de ces nouvelles lois à faire illusion, comme quoi il y a une vraie richesse, il y a une vraie transformation des rapports sociaux qui est en train d'opérer et qui est en train de créer de la richesse, et qui est en train d'apporter de la richesse dans les couches populaires et couches pauvres. Encore faut-il que le gouvernement puisse d'abord garantir l'approvisionnement des matières de base et à un prix tout à fait raisonnable. Alors, c'est une équation extrêmement complexe. Moi, personnellement, a priori, je ne vois pas de solution, je ne vois pas d'issue. Je crois que ce système-là ne peut pas marcher, ne peut pas fonctionner. Maintenant, on est tellement habitué à les entourloupettes de l'histoire que probablement, alors, je pense que ce système-là ne peut pas fonctionner. Maintenant, est-ce qu'il ne peut pas fonctionner? Est-ce qu'il va s'arrêter? Est-ce qu'il va cracher le mois prochain ou l'année prochaine ou dans 3 ans? Honnêtement, face à cette question-là, je ne crois pas qu'on puisse aujourd'hui apporter une réponse définitive. On peut, disons, spéculer pour dire que 2022 sera extrêmement dur pour les Tunisiens,
pour le gouvernement, et donc quand on dit pour le gouvernement, donc pour le président, alors ça va aussi dépendre de ce processus politique qui va s'enclencher, le référendum du 25 juillet sur une nouvelle constitution, sur de nouvelles lois organisant la vie politique, ces élections de décembre 2022. Donc ce que je pense, c'est que le pays va connaître un point de convergence de toutes les crises. La crise politique, la crise économique, la crise sociale, la crise de confiance dans le pays. Il va y avoir un point de convergence, un peu comme une forme de Big Crunch. Après ce point de convergence, quelle possibilité, honnêtement, on sera dans le pur domaine de la spéculation. Voilà, donc les perspectives ne sont pas très réjouissantes selon donc, votre analyse. Alors pour finir, est-ce que ce qui est aussi frappant depuis le coup de force du 25 juillet, c'est l'incapacité, on voit que l'ensemble des corps intermédiaires, comme vous dites, alors le GTT, la centrale syndicale, l'UTICA, la centrale patronale, le monde associatif en général, les médias, les élites économiques, etc., sont tous très critiques à l'égard de Kais Saïed. Les partis politiques, ou ce qu'il reste, enfin des partis politiques également, y compris les partis qui soutenaient Kais Saïed, le 25 juillet, qui commence à prendre de la distance et à être plus critique à l'égard de Kais Saïed. Alors on a tout cela qui s'exprime, qui exprime des réserves, parfois plus que des réserves, des critiques acerbes. Et il y a dans le champ politique aujourd'hui, on ne sent pas une opposition forte qui se structure contre le projet de Kais Saïed et qui offre et qui font une offre alternative à la population. Pourquoi ? Pour une raison assez simple, c'est que tous ces corps intermédiaires avaient et ont encore pignon sur rue depuis 2011. Donc, le rejet du système politique qui était clair dans les élections de 2019, qui s'est concrétisé le 25 juillet 2021, en fait, c'est le rejet de tout cela. Et si on sait que le tiers de la population du pays, alors je ne sais pas techniquement si elle vit sous le seuil de pauvreté, mais du moins, ce qu'on peut affirmer, ce qu'affirment les autorités, c'est que le tiers du pays, 4 millions d'individus, vivent dans une forme de précarité avancée. J'ajouterai qu'un autre tiers du pays vit dans une forme de précarité et que l'autre tiers n'est pas très éloigné de cette précarité presque absolue et que sur 12 millions d'habitants, il y a probablement peut-être 1 million d'habitants qui vivent relativement à l'aise. Donc, l'essentiel de la population tunisienne qui a vu sa situation économique et sociale se détériorer pendant 10 ans, il voit les mêmes acteurs, même s'ils n'étaient pas directement au pouvoir. Il voit des partis politiques qui étaient probablement dans l'opposition. Pour lui, ces partis sont tout aussi responsables que les partis qui ont gouverné. Ça s'est fait comme ça. Les syndicats, pour lui, les syndicats ont eu pignon sur rue et il était co-gestionnaire de cette décennie. La société civile, il y a cette idée qui est elle aussi nourrie par le populisme du président, c'est que tout ce monde-là est responsable. Il n'y a pas que Nahda et ses alliés politiques. Tout ce monde-là est responsable de cette décennie de misère qu'a connu le pays. Et donc, ils ne sont pas audibles aujourd'hui. Alors, bien évidemment, dans tout ce monde-là, il y a une force puissante, qui est la centrale syndicale, qui voudrait peser sur les choix politiques, qui n'arrive pas à le faire, mais qui a quand même une faculté de nuisance extrêmement puissante, parce que le secteur public, les fonctionnaires sont très largement, très fortement syndiqués, et on voit aujourd'hui des grèves par-ci, par-là, dans la fonction publique, dans les entreprises publiques. Il y a même l'idée peut-être d'une grève générale. Alors, bien sûr, sur le fait que le gouvernement actuel refuse une négociation salariale. Donc l'UGTT se recentre sur son carré de prédilection qui est les négociations salariales, les conditions de vie.
Et on peut estimer que justement le renchérissement du coût de la vie, les difficultés économiques vont donner beaucoup plus de force à l'UJTT. Ça aussi, ça demeure une inconnue. Jusqu'où l'UJTT est-elle prête à aller dans cette forme d'affrontement avec le pouvoir? Jusqu'où le président va-t-il aller directement et faire fi de toutes les contraintes du réel, de tous ces mécontentements que vous avez cités? Ce que je peux vous dire, c'est peut-être un peu angoissant pour les Tunisiens qui ne voient pas clair dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Pour un observateur de l'extérieur, même s'il est tunisien, c'est un laboratoire extrêmement intéressant parce que justement l'indécision est à son comble. Voilà, donc on est à peu près dans cette situation, une situation très particulière que la Tunisie, de mémoire d'homme, n'a pas encore connue. Elle ne l'a pas connue sous Bourguiba ni sous Ben Ali. Il y avait d'autres conditions de vie. Elle ne l'a pas connue sous cette forme-là dans les 10 premières années de la transition démocratique. Elle vit autre chose. Une partie de la population semble donner du crédit au président. Nous parlons des plus démunis et des plus défavorisés. Ça dépendra aussi de ce qu'ils attendent et de ce qu'ils vont recevoir en échange de cette attente-là. De toutes les façons, pas moi, selon tous les observateurs, et cette année-là est décisive dans l'histoire du pays. Très bien. Alors, juste pour terminer, est-ce que vous pourriez nous dire quel est le poids du contexte géostratégique régional dans l'évolution de la situation et comment Kais Saïed gère? Est-ce qu'il a une gestion du contexte géostratégique ou est-ce qu'il est, sur beaucoup de domaines, complètement dépassé? Alors, il paraît sensible à ce niveau-là, d'où les excellentes relations avec l'Algérie, avec le président Tebboune. C'est comme si c'était une relation de fraternité et d'amitié extrêmement poussée. La preuve, nous avons une nouvelle loi sur la spéculation. Sur la spéculation, etc., qui est quasiment une copie légèrement revue et modifiée de la loi algérienne. Donc il y a des affinités, il y a même des affinités apparemment entre les deux dirigeants, même si le président Tebboune est beaucoup plus dans le moule algérien classique, les dirigeants qu'on a connus pendant ces dernières décennies. Le président Kais Saïed est dans un moule qui n'est pas tout à fait classique, mais il y a cette convergence et je pense que le président de la République, et en cela on ne peut que saluer son attitude, et est soucieux d'une excellente relation avec l'Algérie sur tous les plans, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan humain, et c'est excellent. Notre gestion de la crise libyenne est un peu chaotique, et honnêtement on l'a vite vu, probablement aussi parce que les conditions de la Libye voisine sont elles aussi un peu chaotiques. Face aux puissances étrangères, il y a, si vous voulez, une forme de souverainisme mesuré. Donc il y a toujours du souverainisme, nous sommes indépendants, nous sommes un État indépendant, ce qui est vrai. Mais la critique est souvent mesurée, il n'y a pas une attaque directe frontale contre les puissances étrangères, il y a une attaque directe frontale contre les agences de notation qui ne sont pas du tout au goût du président. Et en fait, ça veut dire qu'il y a aussi une dimension pragmatique dans la gestion de Kais Saïed, mais qui ne se répercute pas sur sa gestion locale. Dans ses relations internationales, il a d'excellentes relations avec le président Sisi. Ils ont le même ennemi, l'islam politique, mais pas que. Il a une forme d'attirance pour les présidents forts, un peu autoritaires, et peut-être qu'il espère être le président fort autoritaire du pays qui arrive à développer le pays. Donc voilà, on est à peu près dans cette situation-là. Et il faut dire que une bonne partie des Tunisiens préfèrent le dirigeant autoritaire à la démocratie pure et dure. Et ça, c'est malheureux, mais c'est
probablement aussi le grand échec de cette décennie qui a précédé, c'est que la démocratie n'a pas pu s'ancrer dans l'imaginaire et dans les esprits de la plupart des Tunisiens. C'est une question de temps probablement également. Puisque, c'est ce qu'on espère, du moins. Et puis c'est lié à l'histoire, puisque l'ensemble des sociétés pratiquement du monde arabe ou arabo-musulman, comme on dit, sont réfractaires au modèle démocratique occidental tel qu'il est. Donc la Tunisie ne fait pas exception avec cette... Enfin, quoique, voilà. Mais j'allais dire, mais que dans l'ensemble de ce monde arabo-musulman, la Tunisie fait quand même encore aujourd'hui figure d'exception. Et ce que l'on espère, en tout cas nous, ici à Tunis ou à Alger, c'est que quand même cette transition démocratique puisse être menée à son terme de manière positive. Et je compte sur vous pour que vous veniez régulièrement ici nous faire le point, à Radio M, régulièrement le point des moments importants sur la situation, et votre éclairage nous sera très 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 utile. Merci beaucoup Ziad Klichat d'avoir répondu à notre invitation, et à très bientôt sur Radio M. Inch'Allah. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.